Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord. Au nom de l'équipe du Musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à la dernière conférence de la série 2020-2021 des échanges urbains qu'on vous propose cette année en format virtuel, mais qui se tient habituellement au Musée McCord en plein cœur du centre-ville de Montréal. Avant toute chose, je voudrais reconnaître d'ailleurs que le musée McCord est situé sur un territoire qui est fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guinéen-Guéaga démontre toujours un fort attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant notre passé colonial et ses conséquences désastreuses pour les Premières Nations et les premiers peuples, le musée McCord considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et à leur revitalisation. C'est d'ailleurs précisément cette intention qui nous réunit ici aujourd'hui pour un échange urbain intitulé Montréal autochtone, rêve ou réalité. Alors, trois invités discuteront donc de la place et de la reconnaissance accordée aux communautés autochtones dans les projets urbanistiques et dans nos manières d'aborder le bâti et les espaces urbains. Dinou Bombarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, va animer la discussion et la période de questions du public avec les conférenciers que je vais vous présenter en quelques mots. Alors, Maya Cousineau-Molène de la Nation Innu est actuellement conseillère en développement communautaire pour la firme d'architecture Évoque. Elle cumule 23 ans d'expérience dans le monde des Premières Nations. Entre autres, elle est la fondatrice de l'Association étudiante autochtone à l'Université Laval. Elle a été coprésidente du réseau de la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal et elle collabore avec l'organisme Projet autochtone du Québec. Christian Guette-Saint-Pierre est professeur adjoint au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur l'archéologie des populations autochtones, en particulier celle des nations iroquoiennes. Parmi ses nombreux projets, il co-dirige le projet Tiohtià:ke, qui vise à documenter l'histoire autochtone de Montréal en collaboration avec le Conseil Mohawk de Kahnawake et le musée Pointe-à-Calière. Enfin, Philippe Tsaronseré-Meilleur de la communauté Guinéen-Guéaga est le directeur fondateur de Montréal autochtone, un organisme reconnu comme un chef de file dans les questions autochtones urbaines. Créé en 2014, l'organisme a pour mission de contribuer à la santé holistique et à la force culturelle et au succès des familles, des individus et des communautés autochtones qui vivent dans la grande région de Montréal. En 2017, l'organisme a tenu l'exposition de design urbain autochtone intitulée Autochtoniser Montréal, qui proposait des projets de design urbain ainsi qu'un guide de design autochtone pour la ville. Je pense qu'il va nous en parler d'ailleurs. Donc, je les remercie tous trois d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui virtuellement. Pour poser vos questions, on vous invite à utiliser la fonction questions-réponses dans le compte Zoom ou à partager vos questions sur le compte Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal. On tentera de répondre au maximum de questions. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents aujourd'hui, donc il faudra probablement faire une sélection parmi les questions qui seront posées, mais on essaiera de nous essayer de répondre de poser le maximum de questions avec le temps qu'on aura. Please note that today's presentation will be in French, but you're invited to participate to the question period in French or in English through the Q&A function of the Zoom or via Facebook page, whether on the McCord Facebook page or Héritage Montréal Facebook page. Donc, je vous remercie tous les quatre et je cède maintenant la parole à Dinou. Bonne conférence. Il ne faut pas oublier de mettre son micro. Alors, merci Maria-Louisa, merci au McCord, merci Maya, Christian Philippe. On va avoir un échange certainement très intéressant. C'est un sujet important, c'est un sujet actuel, puis c'est un sujet on aurait souhaité aborder un petit peu plus tôt dans la longue série de ces échanges urbains. En fait, c'était prévu de le faire le 6 mai 2020, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais heureusement, on peut se reprendre maintenant et sans doute, je vois l'intérêt que suscite cette discussion, probablement qu'il faudra imaginer d'autres rendez-vous de ce type, car ce n'est pas une discussion qui se règle comme ça en une heure d'échange comme le nôtre. Je tiens à saluer, prendre l'occasion de saluer la nomination de Ghislain Picard à la présidence du Musée McCord, qui est notre partenaire de cette série d'échanges. C'est une personne très importante et surtout, on se rappellera, il y a bien des occasions de se rappeler de ce genre, des interventions de cette personne, mais le 17 mai 2017, à l'occasion d'un anniversaire important ici, le 375e, M. Picard a donné une allocution à la Place d'Armes dans le Vieux-Montréal dans laquelle il rappelait
que le site ici était une métropole bien avant l'arrivée des Français. Et ça, c'est important de se rappeler que les mots qu'on utilise aujourd'hui ont peut-être des racines beaucoup plus profondes et c'est un peu dans cet esprit qu'on a cet échange aujourd'hui. On a eu à Montréal, évidemment, des gestes qui ont été posés, le changement du drapeau, qui est un drapeau en soi assez non conventionnel pour considérant les années 1830 au courant desquelles il a été dessiné. Un drapeau qui parle de coexistence entre des nations qui sont habituées à se battre, là, je pense des nations européennes dans ce cas-ci, c'est quand même assez remarquable. Avec une devise Concordia Salus, mais en plus d'y rajouter le cercle du conseil, enfin des modifications qui n'étaient pas anodines, mais qui ont été faites avec beaucoup de tact. Donc ça, c'est un geste. Il y a des noms de rues qui ont été modifiés d'une manière assez novatrice, plutôt que de changer une personne qu'on honore par une autre personne qu'on veut honorer. On est passé à des valeurs, et ça, c'est un changement notoire. Il y a des nouvelles façons de se réunir. L'introduction que Maria-Louisa nous a donnée en est un indice. On avait tendance à voir ça comme des phénomènes associés au gouvernement fédéral, mais on voit que ce sont des nouvelles façons qui sont en train de se partager, de se diffuser. Et il sera certainement important d'aller au-delà d'une certaine liturgie de façade, on pourrait dire, des cérémonies, des choses superficielles, puis de réfléchir avec une nouvelle sincérité dans le sens qu'on peut donner à ce Concordia Salus pour le 21e, 22e, etc. siècle. Il y a quelques années, en fait, il y a 20 ans, à l'occasion des activités pour souligner le 400e de la Grande Paix de Montréal, on avait, à Héritage Montréal, tenu des rencontres pour se préparer puis pour un peu se familiariser. Puis ça nous a permis de réaliser à quel point Montréal s'était désautochtonisé d'une certaine façon au 19e siècle, au 20e siècle, alors qu'avant, c'était une présence qui était très, très réelle et qui est un peu à l'image de la géographie de Montréal, qui est un lieu de confluence, hein, c'est un lieu de rencontre par les rivières qui s'y retrouvent. Et graduellement, ça a disparu de l'espace public. C'est devenu un phénomène qu'on a un peu je ne vais pas dire abandonné, mais oublié, alors que c'était tellement proche de l'identité même de notre société. Aujourd'hui, bon, les gens connaissent un petit peu mes habitudes, là, toujours célébrer des anniversaires. Bon, on parle beaucoup du bicentenaire de la mort de Napoléon. On parle aussi de l'anniversaire de Karl Marx. Finalement, ces deux figures qui ont un peu dominé le discours des blocs, la façon d'aborder les choses à l'échelle internationale pendant presque 2 siècles. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de vivre des moments de déplacement. Les discussions s'en vont un peu d'un autre côté. Et je reprendrai une image qu'on a dans le domaine du patrimoine où on a longtemps pensé que le patrimoine, ça dérive de l'histoire. Donc, quand on n'est pas capable d'écrire l'histoire, le patrimoine, ben, on a de la misère à le situer. Alors, ça pose la question des sources. Mais si on parle de sources, encore là, le modèle de confluence est peut-être plus intéressant. Au lieu de dire histoire donne patrimoine, si on réalise que on a le territoire, on a les sociétés et on a le temps. Tout ça se rencontre et finalement, à cette rencontre, à cette confluence, on retrouve des choses qui se produisent comme le paysage, la mémoire collective. Les villes sont nées là-dedans, l'architecture, qui n'est pas juste un phénomène de grands monuments occidentaux. L'architecture, c'est un art de s'installer à travers tout le monde. Et donc, à cette confluence, on voit aussi se rajouter la notion d'enjeux qui transcendent les habitudes des pays. Bon, on a le changement climatique, sont bien connus aujourd'hui, mais on a aussi la montée des voix qui n'étaient pas des voix de pays. Les peuples autochtones en premier lieu, mais on peut penser aussi les mouvements pour une reconnaissance des femmes ou des enfants. Finalement, il n'y a pas un pays de femmes, mais c'est une dimension qui est en train de redéfinir, si on veut, les plans de discussion qui étaient ceux des pays du 19e et du 20e siècle. Alors, je pense qu'on doit regarder notre discussion un peu dans cette perspective-là. Évidemment, retombons sur l'échelle montréalaise.
en 2021, la Ville de Montréal, après avoir traîné des pieds pendant des années et des années, est engagée maintenant à enfin mettre à jour son plan d'urbanisme. Précédemment à cette mise à jour d'un outil qui peut être très facilement uniquement technique et administratif, il y a une réflexion qui est lancée sur un projet de ville. Alors, peut-être que notre échange aujourd'hui pourrait nous aider à ce que ce projet de ville, finalement, soit aussi animé d'une dimension qui permette l'inclusion, qui reconnaisse les dimensions autochtones sur le territoire, comment ça va se faire et comment est-ce qu'on peut établir des relations entre des outils d'urbanisme, y compris les questions de patrimoine ou de projets immobiliers, et les dimensions autochtones qui sont associées naturellement, même si elles sont un peu oubliées, sinon beaucoup, à ce territoire-là. Alors, on va parler peut-être d'approche, on va parler de connaissances, puis on va parler aussi de projets. Et comme mon temps est éteint, je vais peut-être passer la parole à Maya Cousineau-Molène pour ouvrir une première de 3 interventions et on s'engage. Merci. Maya. On a combien de temps déjà pour la première intervention? 8 minutes, mettons, quelque chose comme ça. Merci pour cette invitation. Merci à la Nation Mohawk de nous permettre d'échanger ici. Moi, la première chose qui me vient en tête quand on discute de ce sujet-là, c'est le devoir de mémoire, le devoir de se rappeler. Se rappeler ce qu'on a voulu effacer pour y faire maintenant une place d'honneur. Il faut aussi se rappeler, rendre hommage aux nations qui ont occupé, qui se sont déplacées sur le territoire de Tiohtià:ke. Et il faut aussi, je crois, se rappeler qu'on a voulu faire de nous des étrangers en leur propre territoire. Ça, ce sont des choses qui m'ont toujours frappé dans le courant de mon existence, dans mes expériences de vie, expériences de travail. Comment on a tellement voulu effacer la question, les peuples autochtones, les Premières Nations, les Inuits, comment on a voulu effacer ce chapitre embarrassant de ce jeune pays qu'est le Canada. Puis quand on parle d'architecture aussi, il y a une affaire qui me frappe beaucoup, c'est comment on doit aussi changer notre point de vue. S'éloigner de l'approche eurocentrique de l'architecture, car nous aussi, nous l'avons, notre architecture. Les Inuits ont une architecture différente de la nation kenyane Giaga, les Mohawks. Les Atikamekw ont sûrement des choses différentes de nous. Qu'on aille chez les Haïda, on va trouver une architecture différente aussi. Donc, il y a un immense respect qui doit se retrouver, qui doit se refaire. Comment qu'on veut introduire une présence autochtone dans le tissu urbain de Tiohtià:ke? Là où notre présence physique aurait dû se maintenir, comment qu'on veut réoccuper l'île de Tiohtià:ke, l'île de Montréal? Ben, qu'est-ce qu'on peut avoir comme approche? Ben, c'est se décoloniser. C'est se décoloniser, c'est réfléchir, c'est l'importance du processus, le processus de co-création qui doit être maintenu tout au long du développement des projets, peu importe les projets qu'on amène, puis aussi y tenir une transparence. Et cette présence, qu'elle soit à grande échelle ou à petite échelle, est importante. On doit dépasser les minuscules monuments et les petites plaques commémoratives. On doit dépasser le symbolisme. Là. Je pense qu'on est rendu à une étape où on est capable de faire des projets plus concrets que ça. Là. Je n'attaque pas ce qui a été fait, d'avoir renommé la rue à Tatéken puis d'avoir ajouté un pain blanc sur le drapeau d'Île Montréal, mais ça dérange personne, ça. Puis je dis pas qu'il faut absolument déranger, mais il faut arriver avec des projets un peu plus concrets. Il faut nous donner d'autres lieux d'exister. On doit en faire plus. Donc, puis ça doit être des gestes qui doivent être significatifs, qui doivent être forts et d'envergure. On ne doit plus, nous, en tant qu'Autochtones, se sentir timides d'exister. Donc, on aimerait peut-être en mettre plein la vue, hein? En termes d'échelle, d'envergure, en termes d'auteur, de largeur ou de couleur. Certes, la présence aussi peut rappeler des événements historiques, mais lesquels? Les vôtres ou les nôtres? Parce qu'il y a-t-il une recherche de nos événements historiques à nous?
L'histoire, on se bat encore pour avoir l'histoire des Premières Nations correctement enseignée dans les écoles. Mais quelle est l'histoire de Tiohtià:ke? Voilà. Les lieux de passage, quel lieu de passage on veut commémorer? Les lieux de rassemblement traditionnels. Mais il faut toujours le faire en consultant les principaux intéressés. Donc, nous. Quelle nation aussi? Tous les outils pour occuper le paysage urbain, c'est connu des architectes paysagers et designers urbains. Puis il ne faut pas oublier non plus les œuvres d'art d'envergure. Mais il ne faut pas oublier ce qui est significatif pour nous, que ce soit l'orientation, les points cardinaux, la signification du Mont-Royal, je crois que ça a été fait quand même, tout ce qui est plantes sacrées médicinales. Tu sais, quelle importance ont ces choses-là pour nous? Il faut en être curieux, il faut s'en nourrir pour s'inspirer. Notre présence doit se retrouver dans la conception des bâtiments, autant dans leurs abords que dans l'architecture elle-même. Je pense à l'exemple à Ottawa, où il y a une équipe d'architectes autochtones et non autochtones qui travaillent avec une aînée pour le lieu de l'Assemblée des Premières Nations, qui est un immense rêve, mais j'aimerais ça le voir arriver. Qu'on arrête de nous mettre une carotte au bout du bâton, puis qu'on fasse des choses concrètes, que ce soit l'ambassade des Premières Nations à Montréal, que ce soit l'immeuble de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa, qu'on aille des choses concrètes enfin. La planification des espaces peut ou doit se manifester en intégrant des principes spatiaux autochtones et les principes de développement durable traditionnel. On a des apprentissages précieux à aller chercher, que ce soit auprès de la nation Inuit, que ce soit auprès de la nation Kanien'kehá:ka, Atikamekw, Wet'suwet'en. Là, je dépasse un peu les limites de Montréal, mais on a besoin de se nourrir de l'autre. Le langage architectural peut faire écho à la présence autochtone en s'alimentant aux aspects des cultures autochtones aussi. Puis, quelle présence autochtone on veut mettre de l'avant? La communauté haute, Kanien'kehá:ka et Anishinaabe, ou en étant plus inclusif, en mettant les 11 nations autochtones sur le territoire les 11 nations autochtones sur le territoire non cédé du Québec. Puis je pense aussi à des projets de logements sociaux. Tu sais, si on veut avoir enfin un impact positif sur l'itinérance, parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un problème qui dérange. On pourrait voir les apprentissages de la ville de Vancouver là-dessus. Sûrement que ça a déjà été fait. Sûrement qu'il y a des gens qui ont été voir, qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe et quel a été l'apprentissage, les bonnes pratiques de ce qui se passe à Vancouver ou même à Winnipeg. Est-ce qu'on pourrait aussi pousser l'insolence de renommer des parcs des stations de métro? Parce que je me promenais souvent à Place des Arts dans le temps avant la pandémie et je voyais les noms des stations de métro et j'étais déprimé. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien qui fasse qu'on a un sentiment d'appartenance à Montréal. Il faut toujours comme se battre. Puis à un moment donné, ça vient tannant, se battre, s'ostiner. Tu sais, pour faire un wrap-up, il faut qu'il y ait des représentants des Inuits et des Premières Nations qui soient impliqués dans les projets d'aménagement dès le départ et à toutes les étapes. Des gens qui sont motivés, naturellement, que les projets aussi vont toucher concrètement. On parle du concret. Voilà. Puis il faut aussi avoir de la reconnaissance, reconnaître l'existence, reconnaître notre existence. Pas juste nous voir comme la nuisance itinérante, nous voir plus que ça. Je suis dur dans mes propos aujourd'hui, mais à un moment donné, des fois, comme on dit en exemple, une fille se tanne. Donc, il faut reconnaître notre existence, il faut concevoir et réaliser des aménagements qui répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Il faut supporter et promouvoir la dignité de ces gens. Puis je veux noter en terminant que l'ensemble de mes réflexions a été fait aussi en équipe avec les gens d'Évoque, parce que nous, on travaille en équipe. Donc, voilà. Ben, merci pour ce moment. Merci, Maya, pour ces quelques mots, mais qui ne sont pas des mots anodins, ils sont chargés, ils sont peut-être sévères à certains égards, mais ils sont aussi porteurs de propositions. Alors, je pense de cette idée de co-création, de mettre les connaissances ensemble, des questions sur
quelle piste employer? Est-ce que dans le temps, on a 1 milliard d'années devant nous, peut-être pas si on continue la façon dont on s'occupe de la planète, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur 5, 10, 15, 20 ans? Certainement, ce serait intéressant de réfléchir à ça, mais avec des processus qui permettent d'apprendre ensemble. On va maintenant peut-être passer, pas peut-être, sûrement, on va passer à Christian. Christian, à toi la parole. Merci Dino et merci Maya. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Je pense vous rejoindre sur plusieurs points. Moi, je suis un homme blanc autochtone qui doit recevoir cette parole et cette critique que vous adressez avec beaucoup d'humilité puis de réflexivité pour intégrer ces paroles, oui, qui sont un peu dures parfois, mais qui sont nécessaires. Il faut l'entendre, cette parole-là, de la part de gens comme moi qui représentons une majorité qui, bien sûr, doit changer beaucoup de choses ou essayer, en tout cas, de changer beaucoup de choses. C'est ce dont je vais parler un petit peu de mon point de vue, en m'attardant peut-être à deux volets là, dans les différents volets qui nous ont été proposés dans la discussion, c'est-à-dire les approches et les connaissances. Je parlerai peut-être des projets un petit peu plus tard. Mais dans les approches, pour un allochtone et pour un chercheur, pour un archéologue comme moi, mais ça nécessite de passer par un processus, là, je m'excuse pour utiliser peut-être des grands mots, là, mais de réflexivité qui nous amène à décoloniser nos pratiques. Maya a mentionné la décolonisation qui est absolument essentielle, mais c'est un travail qui demande des efforts et qui ne se fait pas toujours facilement parce qu'il faut être autocritique, il faut questionner nos pratiques, nos manières de faire. Là, je parle comme archéologue, mais je pourrais parler comme citoyen en général. Je pense que le message s'adresse à l'ensemble de la population, aux élus, aux gestionnaires, aux planificateurs urbains, aux architectes. Maya a la chance de travailler avec des architectes qui sont très réceptifs à ça, d'après ce que je peux en comprendre, mais j'ose penser que c'est malheureusement pas le cas partout, là. Et je ne veux pas, moi non plus, faire porter des blâmes à qui que ce soit, mais il faut quand même accepter cette critique-là, encore une fois. Donc, ça demande de changer nos pratiques. Moi, je suis dans ce travail-là. Là, je ne veux pas faire de la psychopop à 5 sous, mais ça a nécessité de ma part un travail autocritique sur ma façon de pratiquer l'archéologie parce que, comme archéologue, je m'intéresse à documenter le passé des populations autochtones, qui n'est pas mon passé. Donc, je dois travailler pour faire une place aux voix autochtones dans ce projet, dans ces nouveaux projets que je mets en place avec eux maintenant. Ce que, comme archéologue et comme chercheur en général, nous faisions très peu jusqu'à quand même assez récemment. C'est un blâme et une critique qu'on doit accepter encore une fois avec beaucoup d'humilité. Et je ne vous dis pas que mes pratiques maintenant sont parfaites à cet égard-là, loin de là, mais j'y travaille. Donc, ça nécessite qu'on transforme nos façons de faire. Donc, qu'on fasse une voix, une place, qu'on laisse une voix aux communautés autochtones dans nos pratiques. Ça inclut, comme le disait Maya, une place du début jusqu'à la fin du processus. J'ai un projet en ce moment dont je parlerai peut-être tout à l'heure, le projet Tiohtià:ke avec le conseil de bande Mohawk de Kahnawake et le musée Pointe-à-Calière, où je suis d'une certaine manière au service de la communauté qui m'a approché pour travailler sur un projet qu'ils ont élaboré, qui est le leur, avec leurs questions de recherche, leur approche, leur méthodologie, leurs décisions quant à la manière dont ces données seront diffusées, partagées avec le grand public et éventuellement peut-être intégrées dans des projets d'aménagement urbain. Donc, ça nécessite de ma part d'accepter le monopole du discours que j'ai déjà eu, que je n'ai plus sur le passé lointain des populations autochtones. Je ne dois plus être la seule personne à se prononcer là-dessus. Donc, il faut faire une place aux voix autochtones qui ont, bien sûr, des tas de choses à dire là-dessus. Donc, c'est un changement d'approche et je le répète, je le décris pour ma profession, mais je pense que cette approche-là, collaborative et décolonisée, doit finir par percoler vers d'autres milieux dans les administrations municipales, au niveau, encore une fois, de l'aménagement urbain, de la planification. On a parlé de toponymie tout à l'heure.
c'est vrai qu'il y a un manque criant de rappels historiques ou mémoriels ou culturels de l'histoire et de la culture ou des cultures autochtones à Montréal. Donc, on peut y arriver à travers ça, notamment. Et donc, mais ça demande une connaissance. Il faut la connaître, cette histoire-là. Il faut le connaître, ce patrimoine-là. Donc, il faut le documenter. Et il faut le documenter avec les communautés autochtones et selon leurs besoins, leurs perspectives, leurs approches. Donc, je pense qu'on devrait tendre vers ça pour avoir espoir que cette histoire et ce patrimoine et ces cultures autochtones soient mieux intégrées. Maya l'a mentionné aussi rapidement, et ça aussi, c'est un autre défi. Il faut trouver une façon de faire place à l'ensemble des voix autochtones qui ont un lien quelconque avec Montréal, qu'il soit historique ou qu'il soit plus actuel. Il y a plusieurs nations autochtones qui ont ce lien-là avec le territoire de Montréal. Donc, ça aussi, c'est un défi de s'assurer qu'on puisse faire une place à toutes ces voies-là et à toutes ces histoires et à tous ces patrimoines. Moi, je suis aussi sur le Conseil du patrimoine de Montréal qui vise justement pas tant à documenter, mais à protéger et à mettre en valeur le patrimoine de Montréal et qui, de plus en plus maintenant, intègre la notion de patrimoine autochtone, de patrimoine archéologique autochtone. Donc, on s'assure, on tente de s'assurer ce qu'on ne faisait pas il n'y a pas si longtemps encore, que ce patrimoine archéologique autochtone soit intégré, soit protégé dans les documents, pas dans les documents, pardon, dans les projets de mise en valeur et de développement sur le territoire de Montréal. Ça devrait être comme ça partout au Québec, là, mais j'espère qu'on y arrivera éventuellement un jour. Mais il ne faut jamais oublier ce patrimoine-là. Je reviens un petit peu sur la décolonisation, la collaboration qui sont vraiment essentielles pour moi. Puis je parle souvent avec un de mes collaborateurs de Kahnawake, Tayayak Alfred, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus et qui nous disait avec beaucoup de vérité, je pense, que la réconciliation, parce qu'on est dans une ère de réconciliation, on prétend vouloir se réconcilier avec les peuples autochtones. Je pense que c'est un objectif sincère de la part de beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on y parvient bien? À mon avis, je pense que non, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais si on veut viser cette réconciliation-là, il faut d'abord passer par la décolonisation, par la réappropriation aussi du patrimoine et notamment du patrimoine archéologique. Je reviens souvent à ça parce que c'est mon domaine de spécialisation, là, mais on travaille beaucoup pour rapatrier ou ramatrier des collections archéologiques auprès des communautés et faire en sorte, encore une fois, que par nos nouvelles pratiques de l'archéologie qui soient plus inclusives, que ça puisse contribuer à la réappropriation du passé par les communautés autochtones. C'était quand même pas normal que jusqu'encore tout récemment, ce soit essentiellement des universitaires blancs qui documentent le passé lointain des communautés autochtones ou en les consultant très peu. Donc, il faut le faire. Et il faut le faire pour ensuite pouvoir le mettre en valeur, encore une fois, dans les différents projets qui se mettent en place. Je vais peut-être m'arrêter là ou peut-être glisser un tout dernier mot. En fait, on nous a demandé si on voulait présenter des visuels. J'avais suggéré de montrer une image du Mont-Royal qui provient d'ailleurs du McCord. Je ne sais pas si on peut la projeter, puis pendant qu'on la montrera, la voici. Juste rappeler, Dino l'a mentionné, on a célébré il n'y a pas si longtemps donc le 475e anniversaire de la Fondation de Montréal et à cette époque-là, on avait mis sur pied un premier projet, ensuite un deuxième, pour rappeler qu'avant 475 ans d'histoire coloniale, il y a plus de 10 000 ans d'histoire autochtone à Montréal et qui est entre autres encore très présente. Elle n'est pas nécessairement visible, et ça, c'est un obstacle, c'est un problème majeur, comme Maya l'a souligné. Ce patrimoine autochtone, cette histoire autochtone à Montréal n'est pas assez visible, intégrée, et elle est pourtant omniprésente sur le territoire de Montréal. Moi, comme archéologue, à peu près partout où j'ai eu la chance et le privilège de travailler, on a découvert les traces de cette présence multimillénaire, incluant le Mont-Royal. Le Mont-Royal,
on le comprend très bien. Et là, je ne veux pas parler au nom des Autochtones, bien sûr, j'en suis pas un, mais on comprend très bien quand même comme archéologue que dans le passé lointain, cet endroit-là semble avoir une signification très importante et multiple, économique, politique, spirituelle, pour plusieurs nations autochtones qui s'y sont retrouvées. À Montréal, on le présente souvent comme un carrefour. C'est un carrefour depuis longtemps. L'archéologie le révèle aussi. Les Autochtones le savent par leur histoire, par leur tradition orale. Ce qu'on essaie d'intégrer d'ailleurs, je fais une autre petite parenthèse. Moi, je suis un expert pour faire des parenthèses, vous me pardonnerez, là. Mais dans nos projets de collaboration avec la communauté Kanien'kehá:ka, on essaie notamment de documenter et d'inclure la tradition orale en ce qu'elle a à nous dire sur l'occupation historique autochtone de Montréal. Donc, en complément avec l'archéologie, pas en confrontation, pas en chicane. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble en multipliant les points de vue sur l'histoire autochtone de cet endroit qu'on appelle Montréal, que d'autres appellent Tiohtià:ke et que d'autres appelaient autrement. Donc, comment on peut multiplier les points de vue, les approches en travaillant vraiment ensemble sur un même pied d'égalité, en accordant la même valeur à toutes les formes de savoir, de connaissances, pour documenter ce patrimoine-là. Et encore une fois, le but ultime étant, dans ma perspective, de le protéger, de le mettre en valeur, de le faire connaître, ce patrimoine, en lien avec la question d'aujourd'hui. Il faut le connaître pour pouvoir le mettre en valeur et l'intégrer dans la toponymie, dans l'urbanisme, dans toutes sortes de projets qui ont lieu à Montréal. Donc, on peut quitter l'image maintenant si vous souhaitez, mais je voulais souligner cette importance du Montréal et de nombreux autres lieux dans l'histoire de Montréal et qu'il faudrait savoir mieux intégrer dans différents projets. J'ai des exemples en tête, mais d'après ce que j'ai compris, Philippe va peut-être en parler, donc je ne voudrais pas lui couper l'herbe sous le pied, puis je vais m'arrêter là. J'ai peut-être déjà dépassé mes 8 minutes réglementaires. Eh oui. Ça sera retenu sur ta paye. Je m'en excuse. Merci, Christian. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qui se développent, mais peut-être la notion des différentes sources de connaissances qu'on commence à reconnaître. C'est pas juste un phénomène eurocentrique versus autochtone. Là. Même à l'intérieur des traditions européennes, on se rend compte que la science exacte, développée au 19e siècle, a écrasé pas mal de formes de connaissances traditionnelles, de savoir. Et ça se produit aussi bien dans les métropoles gigantesques sur le continent européen qu'en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, ce genre de reconnaissance de la diversité des sources et finalement la concomitance des connaissances. Ce n'est pas juste une seule connaissance, il y en a plusieurs. Mais on va, et puis cette notion d'apprendre ensemble, là, ça, je pense que ça pourrait faire, je ne sais pas si ça fait partie d'un plan d'urbanisme, mais peut-être qu'on peut innover et introduire ce genre de choses-là. Philippe, peut-on te passer la parole? Oui, merci Dino. Alors, bienvenue à tout le monde qui nous écoute. Je suis directeur d'un organisme communautaire qui est un centre d'amitié et nommé Montréal Autochtone, Native Montreal. Je suis aussi président du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administrateur de notre société immobilière. On travaille sur différents types de projets. À Montréal, on travaille plus la question du logement abordable et social. Je ferai une nuance parce que ce n'est pas Montréal Autochtone qui va adresser tous les enjeux d'itinérance, parce que nous, on va se concentrer plus sur les familles, les jeunes, les étudiants. De toute façon, ces gens-là sont tout autant affectés par la crise du logement et les coûts de logement qui augmentent. Mais au niveau du regroupement, on se concentre plus sur des logements pour étudiants qui quittent leur communauté, souvent avec des enfants, parce qu'on fait des enfants plus jeunes sur la communauté. On décide de retourner aux études postsecondaires plus tard. Donc, on a 2 sites en développement, un à Sept-Îles, un à Trois-Rivières, pour environ une 40aine d'unités qui vont héberger des étudiants, leurs enfants, possiblement même leurs parents s'ils viennent avec, parce qu'on a des unités qui sont vraiment faites pour nos réalités. Puis je trouve que c'est un bon exemple d'ailleurs de type de projet qui sort du cadre des réflexions quand on parle de ces choses-là. Puis Montréal Autochtone, avant de se lancer dans le développement, on a étudié les besoins en logement et on a aussi profité du 375e de Montréal pour prendre un peu de financement pour faire la première et seule exposition
sur le design urbain autochtone de toutes les facettes, je dirais. Ça s'est intégré au premier sommet mondial du design qui était justement qui arrivait en même temps que le 375e. Je vais vous chatter le résultat de ce travail-là. Vous allez pouvoir le trouver sur le site de l'OCPM. On ne l'avait pas remis sur Montréal Autochtone encore, mais on va le remettre. Et ultimement, notre expo, elle avait 2 objectifs. Premièrement, nous informer de ce que c'est le design autochtonisé. Parce qu'on veut être développeur, puis on veut bien faire notre travail de développeur, puis avoir la capacité de dire non aussi à des architectes qui se pensent possiblement bien informés du design autochtonisé, même des architectes autochtones. Parce qu'il en existe quand même au Canada. Il y en a environ, tu le sais peut-être plus que moi, là, mais environ une douzaine de développeurs autochtones, si je ne me trompe pas, de firmes d'architecture autochtone. Ils sont regroupés d'ailleurs dans un comité. Puis nous, en tant que développeurs, on voulait bien comprendre ça, parce qu'on va être les donneurs de travail, évidemment. Et l'autre aspect, c'était de voir l'envergure de ces développements-là à l'échelle du monde. Fait que Sommet mondial du design dit c'est pas le temps de faire un projet communautaire. Donc, on a recensé environ une trentaine de développements faits par des communautés autochtones, parfois avec des architectes autochtones, plus souvent qu'autrement, pas avec des architectes autochtones. Et on a regardé comment le design urbain était florissant ailleurs. Je le savais que Montréal était en retard parce que j'ai voyagé ailleurs au Canada, puis on a juste à débarquer au BC pour remarquer à quel point que la culture autochtone, elle est transversalement plus présente dans le design urbain. Et donc, on a recensé toutes ces œuvres. On a aussi recensé des chartes de design de la ville de Auckland, qui était une charte de design maori, qui avait des indicateurs très clairs sur la qualité du design, mais d'une perspective maori, et des valeurs maori qui étaient mis dans une certaine prépondérance. Puis, qu'est-ce qu'on a pu conclure? C'est que Montréal avait besoin de quelque chose de similaire pour orienter les projets, parce que la réalité, elle est très complexe dans le milieu autochtone. Très, très, très complexe. C'est un peu sur ça, d'ailleurs, que je veux faire des mises en garde, que je veux garder un petit peu un point de vue. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation de tout ce que Indigenous Montreal a recensé. Je vais aller au-delà de ça. Et je vais plutôt parler à de futurs co-développeurs avec des communautés autochtones. Première des choses, il faut toujours se poser la question, on s'adresse à qui pour les effets de ce design-là, de ce bâtiment-là, de cette initiative-là? Et souvent, on pense beaucoup au rayonnement. Dans la première des choses qu'on va se dire, c'est « Ah, la présence autochtone n'est pas assez dans cette ville. » Moi, je pose toujours la question, mais est-ce que ça dérange vraiment les Autochtones? Est-ce que c'est vraiment important pour eux pour bien vivre dans leur milieu de vie? Et c'est quoi l'ordre d'importance? Est-ce que la majorité des Autochtones qui habitent ici à Montréal, ou même au Québec, se sont sentis mieux 6 mois plus tard après le changement du drapeau de Montréal? Est-ce qu'ils se sont sentis mieux après changer le nom d'une trail sur le top du Mont-Royal? Est-ce que c'est important pour eux, ces choses-là? Ou est-ce que ce sont parfois des belles idées qui ont une importance très limitée dans l'existence des personnes? Il y a des choses superficielles qui peuvent avoir des impacts très importants sur le sentiment de fierté, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est de la majorité des Autochtones ou est-ce que c'est d'un groupe d'intellectuels autochtones pour qui ça, c'est vraiment important? Ça, c'est la question que je me pose quand on veut faire un développement de logement social, par exemple, ici à Montréal, ou des logements étudiants. Bien, est-ce que c'est la visibilité, l'esthétique architecturale qui est super important? Ou est-ce que c'est la qualité de la construction et la correspondance avec les besoins des personnes? Je vais vous dire franchement, les attentes de la majorité des Autochtones en matière de bâtiments, d'architecture, bien, ça vient aussi de ce qu'ils connaissent. Puis ce qu'on connaît, c'est des maisons de pas tant de bonne qualité sur communauté parce qu'on est restreint par du financement fédéral. La vaste majorité d'entre nous viennent de communautés où c'est que les routes sont quasiment faites en sable. Fait en matière de rayonnement, pour certaines personnes autochtones, c'est important d'avoir un beau bâtiment vraiment trippant. Pour d'autres, c'est carrément intimidant. Puis ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils ne sont pas habitués de ne pas avoir un plancher en plywood.
Puis, c'est une des réalités qu'on vit dans nos milieux autochtones. Je vais même vous donner une anecdote complètement différente. Quelqu'un dans ma communauté est excellent à faire le meilleur café qui est importé de communauté guatémaltèque, puis il fait le meilleur café. Presque personne dans notre communauté veut le boire parce qu'il préfère le Tim Hortons. Parce qu'il y a la culture traditionnelle autochtone, puis il y a l'expérience contemporaine autochtone. Puis c'est pas mal juste entre nous autres, les Autochtones, qu'on peut comprendre facilement la différence de ce qui est vraiment important pour nous. C'est pas parce qu'on n'est pas en train de vouloir reconstruire notre culture qu'éventuellement, peut-être que la culture contemporaine autochtone va peut-être pas être remplacée par quelque chose de mieux informé, encore mieux pour nous, pour notre santé, etc. Mais actuellement, il existe une culture contemporaine autochtone tout de même. Puis il faut la connaître. Puis il faut aussi comprendre que si, admettons, on dit qu'il faut que les Autochtones soient impliqués. En effet, si le projet a un rôle à jouer dans nos vies, si le projet est pour nous, parle de nous, quoi que ce soit, nous touche d'une manière ou d'une autre, oui, c'est absolument nécessaire qu'on soit impliqué. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on dit, c'est que si le projet nous affecte, il faut qu'on ait l'autorité sur le projet. Les considérations budgétaires sont aussi importantes que les considérations esthétiques. Pourquoi? Bien, parce que tout développeur sait de toute façon qu'on a beau mettre la barre très haute sur les considérations de design, etc. Si on n'est pas capable de monter le budget pour le développer, bien, ça va être la première chose qui va tomber, au-delà du toit et des 4 murs. Et la nuance que je veux apporter, c'est, par exemple, ici à Montréal, si on veut faire un comité autochtone sur quoi que ce soit, c'est qui qu'on invite? C'est qui a vraiment la crédibilité, la reconnaissance pour être un acteur du milieu? Bien, il faut savoir qu'il y a quand même des grandes divergences, non seulement culturelles, mais aussi des divergences d'intérêts. Il y a du monde à droite et à gauche dans le monde autochtone aussi. Là. Il y a des gens qui sont des politiciens, qui ont des carrières, qui veulent faire rayonner et scorer fort pour leur communauté, parfois au détriment de d'autres communautés. Il y a des gens qui sont concentrés sur les gens qui habitent ici, comme moi. Ça, c'est ma job. Ma job, c'est de dire, OK, c'est super cool qu'est-ce qu'on veut faire en tourisme autochtone. Qu'est-ce que ça change pour employer des Autochtones qui habitent à Montréal? C'est mon positionnement. C'est ma job de faire ça. Fait que si on m'invite, il ne faut pas s'attendre à ce que je sois ébahi par une place publique, que seuls des touristes vont aller et vont bénéficier. Je vais la critiquer quand même. Je vais dire, c'est vraiment ça la priorité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut bénéficier des gens qui habitent ici, maintenant? Fait que je pense que c'est important d'avoir ce regard critique-là, même en tant que non-autochtone, développeur. D'avoir de l'écoute, d'avoir du respect, ne veut pas dire nécessairement d'abstraire son jugement sur les interlocuteurs qu'on considère qui sont crédibles, qui vont contribuer au projet. Je pense que le gros défi même là-dedans, c'est souvent notre monde va dire les aînés doivent être impliqués. Puis ça dépend des communautés, qu'est-ce que ça veut dire un aîné. Pour certaines personnes, ça veut dire une personne avec un certain âge qui a développé une sagesse. Pour d'autres, ça veut dire un gardien du savoir qui comprend exactement comment nos traditions se faisaient. Et pour d'autres, ça veut dire l'équivalent de ce qu'on considérait un prêtre ici, un gardien spirituel. Ça ne veut pas dire la même affaire pour tout le monde. Fait oui, le respect doit être au rendez-vous. Il faut savoir comment apporter nos commentaires critiques. Puis il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous qui apprennent comment le faire. Il faut avoir une conscience critique face à ce que même nous, on dit. Il faut surtout s'informer puis travailler dans le milieu, par contre, pour arriver à être en mesure de faire des projets comme ça. J'ai dû parler à différents développeurs, à différents architectes, leur dire vous n'êtes pas prêts pour travailler sur un projet à Montréal. Vous avez fait un projet en milieu autochtone, dans une nation autochtone très, très, très circonscrite. Vous n'avez pas encore composé avec la réalité plurinationale qui existe ici à Montréal. Ce ne sont pas juste les 11 nations qui sont à Montréal. On vient juste de faire une campagne de vaccination. Je peux vous dire au moins 25 nations représentées. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On choisit les top 4. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il y a beaucoup de réflexions qui doivent être faites derrière ça. Puis
mon point de vue, c'est que si la majorité des intervenants sont de plus en plus informés, pratiqués, experts dans la matière, on va avoir des projets qui bénéficient réellement de l'autodétermination des peuples autochtones et qui bénéficient réellement des personnes autochtones qu'on pourrait nommer et dire ça a aidé telle personne dans leur parcours, dans leurs besoins. Puis pour moi, ça, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante au-delà du rayonnement. Le rayonnement, c'est important. C'est un grand objectif, mais on ne peut pas se concentrer et prioriser que des projets de visibilité, de rayonnement, au-delà des besoins cruciaux de loger des gens dans des logements d'une qualité et de créer des infrastructures communautaires de qualité qui correspondent à nos réels besoins. Dis-nous, je ne sais pas s'il me reste encore du temps, je peux continuer comme ça, mais je pense que j'avais fait le tour des premiers points que je voulais. Merci Philippe. À travers ton intervention, tout ce que tu nous racontes sur le caractère plurinational d'une ville, hein, finalement, on est en train de réapprendre Montréal. Tu sais, on est habitué avec des dates, des lignes d'autobus, les adresses, les quartiers, tout ça, mais il y a peut-être une géographie, des sociétés et une mémoire montréalaise qui est en train de se réécrire. Puis je pense que ce serait un chantier en soi intéressant, puis de faire passer par des objectifs qui sont des objectifs concrets. Tout le monde ici, vos trois interventions nous ramènent sur le concret des choses d'une certaine façon. Il y a un caractère concret à modifier les façons de faire de la recherche, le rôle des universités, le rôle des professionnels, le rôle des organismes, et puis en même temps d'avoir des projets qui soient, c'est cette distinction que tu fais entre les projets de rayonnement, de visibilité, puis les projets de... C'est plate à dire des mots comme ça, mais de logement. Ça a l'air tellement ordinaire. On aimerait ça avoir un mot plus chevaleresque, quelque chose. Mais... Habitation et milieu de vie, dis-nous si tu veux. Cadre de vie. C'est ça. Oui, exactement. Alors, je pense que c'est assez formidable. Écoutez, on a plusieurs questions qui nous sont parvenues pendant vos échanges, des réactions, des ajouts, des observations. Il nous reste quelques minutes, mais on suggérait, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a tous des Zooms et des réunions comme ça, mais peut-être se donner un 15 minutes d'extension, terminer au lieu d'à 1 heure, terminons à 1h15 si ça vous va. Et je vais en lancer peut-être une qui est la première qu'on a reçue de Eunice Bellidor, qui nous parle des tours de verre. Alors, on a effectivement, et Maya, tu l'as soulevé, la notion d'architecture n'est pas exclusive à la construction du 20e siècle avec ses gratte-ciels et tout ça, qu'ils soient européens ou américains, parce que dans le fond, l'architecture au 20e siècle a plutôt été influencée par les États-Unis puis l'Amérique latine. Mais comment est-ce qu'on voit et c'est vrai que quand on se promène, on se rend compte qu'il y a eu des pays, moi, pour avoir été à l'occasion en Afrique du Sud, ils ont un geste de réaffirmation après la chute de l'apartheid à passer par l'architecture. Et ce qu'on parle des processus de co-création, une compréhension d'une nouvelle histoire et des programmes nouveaux, notamment la Cour constitutionnelle à Johannesburg qui est très affirmative sur ça. Et quand on dit le nombre de professionnels architectes issus des communautés autochtones, est-ce qu'on a un bon espoir qu'on va pouvoir mobiliser des forces? Parce que finalement, l'architecture, c'est un métier très structuré, l'industrie de la construction et des responsabilités, les codes et tout ça. Est-ce qu'on a assez de monde pour participer à cette transformation? Maya, toi, c'est une situation absolument exceptionnelle, je crois, dans une équipe d'architectes élargie. Comment est-ce qu'on voit ça de l'intérieur de la profession? Oh mon Dieu, on en espère tellement. Je sais qu'il y a environ, comme Philippe le disait, peut-être une douzaine d'architectes d'origine autochtone au Canada, qu'on retrouve principalement à la Royal Architecture Institute of Canada, on en retrouve là. Au Québec, je peux pas vous en nommer un pour le moment. Mais je sais que quand je vais dans les communautés rencontrer les gens, dans les conférences que je fais,
j'essaye de les encourager à aller étudier dans cette branche-là parce que c'est essentiel. Il y a de la place pour eux, il faut les encourager, il faut les soutenir aussi. C'est un métier que je découvre très artistique, très structuré aussi, mais très, très noble également. Voilà. Il y a un département qui se consacre essentiellement à ça à l'Université Laurentian. Oui. Je ne sais pas c'est quoi leur cohorte cette année, mais la dernière année que j'avais regardé, c'était environ une quinzaine d'étudiants qui étaient en processus justement de terminer leur bac, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la seule université qui offre un programme spécifiquement sur l'architecture autochtone dédié aux étudiants autochtones. Et malheureusement, pour notre projet, on doit faire appel à une architecte autochtone d'une autre province qui est rattachée à des groupes d'architectes non autochtones ici. La réalité, c'est que l'architecture, c'est un domaine complexe avec des spécialités qui sont complexes. Si on a besoin de faire un bâtiment qui est de développement durable, culturellement informé et que les développeurs déjà travaillaient avec des programmes comme Accès-Logis ou la SCHL pour ce qui est des montages financiers possibles pour des logements sociaux, par exemple, ce sont tous des expertises particulières. Et le territoire en soi de développement, c'est une expertise aussi. Donc, on essaye de trouver et de se dire comment est-ce qu'on peut trouver des personnes qui ont toutes ces expériences-là. C'est généralement impossible. C'est pourquoi il faut qu'il y ait plus d'architectes autochtones qui soient qualifiés pour la composante culturelle du projet. Et le design qui va en suivre. Mais je ne pense pas que c'est impossible de faire des projets sans qu'il y ait d'architectes à proprement dit autochtones. C'est plus une question de médiation culturelle, puis est-ce que les architectes eux-mêmes ou tous les conseillers impliqués sont réellement assez expérimentés sur l'application de la culture dans le design. Maya travaille justement pour Évoque. Évoque fait du très bon travail comme ça, et son architecte principal n'est pas autochtone. Mais ils ont fait appel à Maya pour bonifier leurs compétences internes en tant que firme. Puis c'est combien de développements? Tu sais-tu, Maya, environ une quarantaine de développements en milieu autochtone, c'est ça? Oui. C'est possible d'avoir des bons alliés. Faut-il qu'il y ait le tact, le comportement nécessaire? Puis ça, je mise là-dessus aussi. Si votre comportement est très, très, très ancré dans l'intensité du monde contemporain, puis il faut que ça aille vite, que ça produise, etc., puis vous êtes quelqu'un qui brasse le monde, vous aimez ça confronter du monde, bien, vous n'allez pas pouvoir travailler avec certaines communautés autochtones. Vous allez pouvoir travailler avec la mienne, par contre. Parce que nous autres, on est comme ça. Les Mohawks ne travaillent pas bien avec toutes les nations autochtones non plus. Moi, j'ai appris à tempérer mon caractère Mohawk pour travailler justement avec des Inuits, avec d'autres nations qui ont un comportement culturel différent. Moi, je le vois là, l'enjeu. Le respect, puis être conscient de soi-même, comme professionnel. Ça touche beaucoup la notion de, un peu, on parlait de co-création, Maya, tu avais amené ça. Donc, dans le fond, il y a des aspects qui sont très techniques, mais l'architecture, c'est plutôt, c'est comment façonner la maison. Alors, on n'est pas juste dans l'assemblage des 2x4. Il y a un sens à la maison. On voit l'architecture domestique à travers le monde, c'est un reflet de la culture. C'est une calligraphie, même les plus modestes cabanes dans les townships nous en apprennent plus sur les sociétés que les grands palais à certains égards. On a, avec l'architecture, on a plutôt le champ des professions. Christian, toi, tu es plutôt dans le champ des scientifiques. Et là, vous êtes en train d'opérer une espèce de transfert. Tu nous l'as décrit. Est-ce qu'il y a je ne veux pas dire des archéologues autochtones, est-ce que c'est une présence qui est plus par rapport, on a eu l'information qu'il y a deux architectes ou stagiaires autochtones au Québec, là, présentement, là, on nous a donné cette information, on remercie. Mais chez les archéologues, on a l'impression que c'est un chemin qui a été amorcé il y a déjà un certain temps. Est-ce que je me trompe ou c'est… Bien, c'est vrai, mais je pense que ça a été souligné soit dans les interventions ou dans les questions et commentaires là, que j'essaie de lire en parallèle. On a un retard au Québec là-dessus, très clairement. Ce processus d'une part de formation d'archéologues autochtones,
Il est amorcé dans l'Ouest canadien, notamment depuis beaucoup plus longtemps qu'ici, et non seulement amorcé depuis plus longtemps, mais beaucoup mieux pensé et développé. Et c'est pas juste de former des Autochtones en archéologie, mais c'est d'accepter qu'il faut transformer l'archéologie pour qu'il y ait une place pour les Autochtones, pour faire une place à la tradition orale, aux mythes, aux connaissances traditionnelles écologiques et à d'autres formes de savoir et de connaissances qui sont, encore une fois, je leur dis, c'est important pour moi, qui sont complémentaires, qui ne sont pas contradictoires. C'est comme jeter plusieurs regards sur un même question d'étude, juste pour mieux comprendre, travailler ensemble et co-construire. Co-construire de la connaissance, ça veut dire ça. Ça veut dire on met différentes formes de connaissances ensemble et ça fait quelque chose de plus enrichi, de plus complet, de plus holistique. Donc, c'est pas... Des fois, j'ai des collègues, là, je vous l'avoue franchement, ils ont peur de ça, la décolonisation, parce qu'ils pensent qu'on va rentrer en compétition avec d'autres formes de savoir. On n'est pas en compétition, on est en complémentarité, on est en synergie. Pour moi, c'est positif. C'est très dur, hein, croyez-moi, d'enlever cette notion de négativité puis de peur là, associée au décolonialisme. Les gens ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. C'est un enrichissement que de transformer ces façons de faire. Là. Ça, c'est vraiment important pour moi. Philippe a parlé de respect. Ça, je pense que l'ingrédient principal numéro 1, il faut d'abord qu'il y ait du respect. S'il n'y a pas ça au départ, moi, je pense qu'il n'y a rien de possible. Ça prend d'abord ça si on veut pouvoir se réconcilier, se décoloniser puis améliorer nos pratiques. Je me permets d'insister là-dessus là, parce que je sais que beaucoup de citoyens hésitent à s'engager dans des entreprises comme celle-là, hein, de remise en question, puis d'accepter de faire une place à d'autres voies, puis à d'autres perspectives, puis que ça nécessite une autoflagellation. C'est pas ça le point, c'est pas ça l'objectif. C'est oui, poser un regard critique qui parfois fait mal, parfois c'est douloureux, parfois c'est inconfortable, mais c'est nécessaire et à la fin, on améliore les choses. Ça, j'en suis absolument convaincu. Moi aussi, avec mes partenaires, que ce soit avec Kahnawake, avec les Abenaki, avec les Huron-Wendat, on travaille aussi avec plein de communautés. Ça se passe pas toujours bien parce qu'on a encore des petits chocs culturels. On se connaît pas bien encore parfois, puis chaque communauté est différente. Ça, c'est un autre grand danger, hein, d'essentialiser les communautés autochtones et de penser qu'elles sont toutes pareilles. Mon Dieu, tellement pas. Donc, il y a des défis, il y a des obstacles, mais ils sont stimulants. Je m'excuse, je parle beaucoup. Je pense que Maya voulait... Maya souhaitait... Vas-y. Désolée, non, c'était pas ça pantoute. J'avais un chat dans la gorge. Moi, ce que j'aime beaucoup de mon rôle chez Évoque, parce que oui, ils sont venus me chercher, puis au courant de l'année, mon rôle se développait de lui-même. C'était autant d'autochtoniser Évoque de l'intérieur que de faire connaître la philosophie d'Évoque à l'extérieur auprès des communautés. Comme disait Philippe, avec le tact, donc le respect, la patience aussi, ça a été vraiment essentiel. Et pour moi, ça a été une belle découverte. Pour moi, c'est le job rêvé, le job dont, en tout cas, que je pensais jamais avoir dans ma vie et que j'ai obtenu. Et puis je dois dire aussi qu'en ce qui touche l'Université Laurentienne, nous, chez Évoque, on a accueilli beaucoup de stagiaires de cette université-là, dont une qui était de descendance abénakise. Donc, on a quand même un bon soutien. Puis je dois noter aussi le travail de Alain Fournier et de Éric Moutquin à l'Université de Montréal dans leurs ateliers d'architecture, comment travailler avec les communautés autochtones, qui est un franc succès depuis maintenant 3 ans. Notre dernier projet était sur l'Institut de sac à pêche avec les Inuits. Ça a été vraiment une collaboration adorable, on va le dire comme ça. Les étudiants ont vraiment se sont sentis vraiment connectés avec la communauté parce qu'ils ont été en contact avec des gens, des Inuits, et ont pu échanger avec eux. C'est aussi une manière incontournable de faire des liens. D'apprendre l'histoire, d'apprendre c'est qui nos héros, d'apprendre c'est quoi nos symboles culturels, tout ça. Et ce sont des manières, je pense, d'apprendre qui peuvent également être utilisées dans n'importe quel projet concret qui pourrait avoir lieu à Tiohtià:ke. Voilà. Je me permets juste de poser une question. J'espère que les programmes dont vous avez parlé ne sont pas affectés par la situation à l'Université Laurentienne qui est sur le bord de la faillite. Oui, non. Pour le moment, non. On n'est pas touché par ça. Tant mieux. Non, c'est une nouvelle école d'architecture qui a été assez exceptionnelle et qui l'est encore, espérons, pour longtemps. Moi, on parle architecte, on parle archéologue. Moi, je vous inviterais à aller regarder un petit peu sur une autre lettre de l'alphabet, la lettre U. U pour urbaniste.
Est-ce que, et Philippe, tu nous parlais avec les projets que vous développez, là, nécessairement, on s'inscrit pas juste à l'intérieur des quatre coins du terrain sur lequel on met le projet, mais nécessairement dans un cadre réglementaire, une vision d'aménagement, tout ça. Est-ce que vous pensez, et là, il y a une question qui nous est venue à l'approche d'élections municipales, la démarche sur le plan d'urbanisme. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre d'évolution, trouver une place dans les outils et les pratiques, voire la formation des urbanistes? On pourrait parler des architectes paysagistes, mais souvent les architectes paysagistes, c'est sur le domaine public, là, alors que l'urbanisme, ça traite toutes sortes de choses. Je ne sais pas, Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que le travail avec les architectes, on peut le comprendre, parce que c'est l'élaboration du programme, la répartition des espaces, le calendrier de construction, les appels d'offres, l'administration. Mais les urbanistes, souvent, ils sont de l'autre bord de la table, ils sont au niveau municipal, dans les municipalités, etc. Puis est-ce qu'on a. Comment est-ce que tu vois ça? Ben, écoute, on peut le prendre de différents axes. Pour certaines personnes qui ne le savent pas, il existe des réserves urbaines dans d'autres provinces. Là où des communautés autochtones se sont entendues avec une ville et la province pour faire un quartier qui est délimité avec les mêmes droits qu'on retrouve sur le territoire autochtone. Le fédéral est impliqué. Ce sont des démarches très, très complexes. Puis, je ne sais pas si c'est vraiment une priorité de nos chefs ici. Ça ne semble pas l'être, du moins dans les échanges qu'ils ont eus lors des premières sessions de réconciliation. C'était plus du développement économique à distance qui semblait intéressant pour eux. On peut imaginer, par contre, que s'il y aurait justement cette idée-là de dire qu'on ferait une sorte de réserve urbaine, ça apporterait toutes sortes d'enjeux parce que cette ville-là est extrêmement développée déjà. Elle appartient déjà à ses citoyens qui lui tiennent mordicus avec leur infrastructure de gouvernance locale. Donner un exemple, par contre, nous, on doit travailler avec tout le monde quand on veut faire un projet comme celui qu'on désire faire ici à Montréal. Je ne suis pas encore rendu au stade de faire des annonces là, pour le projet parce qu'on compose encore avec la décontamination du site, ce qui a toutes sortes d'implications urbanistiques parce que là, il faut considérer ce qui est en dessous du sol, autant que ce qui va avoir comme effet de développement quand on va développer quelque chose qui n'est pas un petit développement. Des choses aussi particulières que est-ce que le développement du bâtiment autochtone va cacher l'héritage religieux du lieu. Donc, est-ce qu'on va cacher des clochers? Ça, je l'ai croisé, c'était vraiment particulier. Puis j'avais formé les urbanistes aussi de l'arrondissement en question. Fait qu'ils l'ont abordé avec le tact nécessaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va être offusqué si on dit les mauvaises choses. Là. Je vais plutôt corriger les gens, mais tout de même, il y a toutes sortes de considérations. Et d'après moi, un projet bien fait, peu importe le promoteur, doit s'inscrire dans son environnement. C'est là où les urbanistes vont avoir ce regard-là, se dire, OK, bien, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ça soit un win-win pour tout le monde dans le milieu dans lequel il va s'inscrire. Dans notre cas, ça se pourrait qu'il y ait, par exemple, un stationnement souterrain qui va contribuer à tout le pôle de développement du quartier. Donc, il y a un hôpital qui a besoin de stationnement, il y a des infrastructures comme, de loisirs et de communautaires qui ont de grands besoins de stationnement pour l'arrondissement. Donc, le stationnement va plus servir à les citoyens de l'arrondissement plutôt que même des usagers. Et c'est fait en concordance avec les besoins de développement de l'arrondissement. Je pense que ça serait un travail, c'est un travail qui doit être bien fait pour que ça soit réellement un milieu de vie qui favorise tout le monde. C'est là qu'on réduit le pas dans la cour, c'est là qu'on réduit les référendums populaires qui vont tout faire pour empêcher des projets de développement autochtone. Bien, tu vois, moi, je reviens. La question nous venait de Christine Poirier, puis je la lis là. Quels seraient les règlements municipaux à modifier prioritairement, à votre avis? Et parce que, tu sais, on a un cadre formel, puis finalement, on se rend compte qu'on est en train de revoir pas juste des référents culturels, mais aussi, on passe d'une gestion, et que j'aime pas le terme, management du territoire, à une autre notion de son développement. Puis ça, les outils sont très mécaniques. Là, alors, Or, Montréal, par le passé, a inventé des nouveaux outils. Alors, est-ce qu'on pourrait en inventer avec votre rapport? Là? Je résume pour ne pas prendre grand temps, Dinu, je vais juste le dire.
Ça dépend. Montréal, son lieu de développement ça va pas être les mêmes enjeux que si tu veux développer dans un quartier UP où là, on a dit qu'il y a des standards que tout le monde doit appliquer parce qu'on veut l'uniformité esthétique. Je pense que la bonne réponse pour moi, du moins, là, c'est que ça dépend des règlements en place. Okay. Ça change tellement de municipalité à un autre que j'aurais de la misère à répondre. C'était mon intervention. OK. Maya, est-ce que c'est quelque chose que tu as repéré dans tes... Prenons le cas de Montréal ou de la région métropolitaine. Là, il y a déjà pas mal de situations. Peux-tu juste répéter la question, s'il te plaît? Ben, est-ce qu'il y a des éléments de réglementation? Parce qu'on parle beaucoup dans la démarche, mais souvent on a des démarches humanistes. Là, je prends cette expression là, pour dire... c'est une démarche qui est plus co-créative et tout ça. Puis après ça, on tombe dans... On fait face à la mécanique réglementaire parce qu'elle est faite en fonction d'une démarche plus mécanique à l'origine. Est-ce que vous avez vu des situations où on pourrait améliorer les règlements pour qu'ils soient plus réceptifs, sinon fertiles à travers ces démarches de co-création, de collaboration et tout ça? Est-ce qu'il y a des exemples? J'en ai pas pour le moment qui me viennent immédiatement à l'idée. Désolé. Ah ben, on fera la recherche. OK, merci. Ben, écoutez, non, mais je voulais le ramener sur cette question-là parce que le travail qui se fait avec les architectes, les archéologues, peut-être qu'il pourrait être élargi à d'autres professions qui participent à l'administration, finalement au vivre ensemble et au développement du territoire. Là. On avait d'autres questions, par exemple, sur tu as ramené cette idée d'une réserve autochtone. Moi, je n'étais vraiment pas dans l'esprit de la question, mais je pense que c'est intéressant de se rappeler que d'autres villes ont des expériences différentes sur la présence autochtone sur leur territoire. Mais une des questions était l'accès à des expertises autochtones pour participer à des processus. Présentement, peut-être c'est des processus qui vont beaucoup sur un nombre limité de projets, mais si on veut l'élargir à une plus grande présence, est-ce qu'on a des membres des communautés autochtones, des expertises partageables ou est-ce que c'est disponible? Je pense que tu avais mentionné ça, Philippe, que dans le fond, on va avoir un défi à un moment donné si on a, mettons, à Montréal, une vingtaine de CCU sur lesquels on aimerait qu'il y ait des présences autochtones, plus le Conseil du patrimoine, plus les différentes commissions de la ville. Est-ce qu'on est en mesure de remplir les attentes? Non, je ne serais pas prêt à dire ça. Faut aussi considérer que chacun de nos organismes autochtones, il y en a plus d'une cinquantaine quand on implique aussi les entreprises et les organismes de gouvernance autochtones. Juste nos organismes autochtones, réussir à mobiliser des conseils d'administration qualifiés, intéressés, impliqués, c'est un méchant défi. On a juste demandé à Maya aussi là, comment ça se passe au réseau. Mais de maintenir des gens dans ces rôles-là, qui sont des rôles cruciaux, qui permettent d'avoir des gens comme moi embauchés qui vont aller au BAC puis aller dire à différents interlocuteurs qu'il y a des problématiques. Déjà là, c'est difficile de mobiliser les gens. En plus de ça, il y a déjà 1 milliard d'autres opportunités d'implication parce que chaque conseil d'administration moindrement, je veux dire, plus intéressé par la gauche, là, sont déjà intéressés d'avoir au moins une personne autochtone, puis idéalement plus que ça sur leur CA. Puis les qualifications sont malheureusement pas au rendez-vous. On est dans la première ou deuxième génération d'Autochtones qui ressortent des institutions postsecondaires. Est-ce qu'on pourrait arriver à ça à un certain point? Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est 140 000. 140 000 ici au Québec. On ne parle pas de millions, là. On parle de 140 000 personnes. C'est l'équivalent d'une petite ville au Québec. Puis, dans ce bassin-là, on n'atteindra pas un montant qui va dépasser du moins la moyenne des gens qui ont de l'expérience professionnelle et un niveau scolaire très avancé du Québec. Fait que, oui, on pourrait avoir certaines personnes dans certains lieux, mais je pense que ça, c'est un des gros défis, en fait, à cette notion-là d'autochtonisation de la ville, décolonisation.
Et c'est aussi un petit peu ce que beaucoup d'Autochtones vont dire comme rapidement, alors, il faut un Autochtone là-dessus, sinon ça ne marchera pas. Ben oui, mais on ne peut pas se limiter à ça non plus. Il faut qu'on ait plus d'acteurs, plus informés, parce que nous, on en a des employés chez Montréal Autochtones. Ils ne sont pas autochtones, ils font un très bon travail, ils ne sont pas encadrés par des Autochtones, par contre. Ça, c'est la différence. Si on ne peut pas être présent partout, est-ce qu'on peut choisir où est-ce qu'on veut être présent? Est-ce qu'il y a des... Christian nous parle de projets de connaissances qui sont ciblés sur certains territoires. Est-ce qu'il y a tu parles, Philippe, de projets de logement pour répondre aux besoins des voisins au quotidien là, des membres de la communauté? Est-ce qu'il y a des lieux ou des types de projets sur lesquels ce serait important de s'assurer dans ce cas-là, plutôt que d'essayer d'être présent partout, puis finalement d'être présent nulle part, parce que la présence, c'est quelque chose de substance, c'est pas juste du tokenisme, on en a connu là, par le passé dans d'autres circonstances, je pense pas que c'est ça qu'on veut. Là. Ben, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais dire, les projets devraient être initiés par des organismes autochtones en priorité. Okay. On peut-tu commencer par nous-mêmes porter des projets plutôt que la ville nous dise qu'est-ce qu'on veut, que des universités nous disent ce qu'on veut, que des intellectuels nous disent ce qu'on veut. Je pense qu'il faut regarder où les Autochtones sont en train de mettre leurs énergies et partir de là. Je vous dirais, c'est un peu ça qu'on a dit au système de santé aussi, qui nous avait approché pour dire on veut autochtoniser ou rendre culturellement sécurisant le système de santé. Dites-nous comment faire. Ben, on a commencé par leur dire on n'est pas vos consultants, on a de la misère à exister en partant. Commencez par nous aider à nous renforcer. Et on sera plus en mesure de recueillir plus d'expertise, plus de compétences, plus de capacités à ensuite influencer vos méga infrastructures extrêmement difficiles à influencer. Oui, c'est ce que j'allais dire un peu. Est-ce que je peux faire du pouce là-dessus, Dino? Oui, mais je juste peut-être, je te retiens un instant, Christian, parce que Maya, je pense, doit nous quitter. Est-ce que tu as une dernière intervention? Je voulais juste vous remercier d'avoir permis cet échange-là. Je vois que ça a attiré l'attention de bien des gens. J'aime beaucoup l'aplomb de Philippe dans ses propos. J'aime aussi les propos de Christian par rapport à l'archéologie. Votre travail est essentiel aussi. Je veux dire, c'est sûr qu'on est dans une période de changement quand on parle d'autochtonisation, de décolonisation. Il ne faut pas avoir peur des changements parce que moi, de ce que je vois, en tout cas, de mon expérience et de ce que j'ai pu ressentir d'une décolonisation, d'une autochtonisation, en général, dans mon côté, ça s'est fait dans la douceur parce que aussi, c'est des choses qu'on doit faire un peu autant par instinct que par les connaissances qu'on commence à réacquérir parce qu'on commence à s'intéresser à notre histoire, à notre vécu et tout ça. Et puis je salue aussi le travail des VOC parce qu'ils ont vraiment développé une belle expertise, une belle approche avec les communautés autochtones et ça fait toujours des beaux échanges. Quand je parle d'exemple de co-création, je pense à l'exemple de Quactac, que c'est sûr que ce n'est pas à Montréal, mais c'est un aéroport dans le Nord où deux artistes Inuk et Québécois ont travaillé ensemble pour permettre à une œuvre de devenir plus grande qu'elle-même. Je vous invite à aller voir cet aéroport-là et les belugas qui la décorent. C'est de toute beauté, c'est très léger, c'est aérien. Donc, ce sont des exemples que quand on travaille ensemble, on peut faire encore plus grand que ce qu'on pense. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. Mais merci pour ce temps d'échange. Merci. Et bon rendez-vous au pluriel parce qu'on vous sent très occupé puis on l'apprécie parce que sans doute ça change les choses. Merci. Salutations à l'équipe aussi. Oui. Merci. Christian, excuse. Non, ça va. Je voulais juste, encore une fois, je pourrais... bon. Moi, ce que j'aimerais, là, si la Ville peut vraiment changer quelque chose, et on parle de la Ville de Montréal, mais on parle de toutes les administrations municipales, gouvernementales, c'est vraiment de changer d'approche puis de façon de faire. Et un peu comme ce que Philippe mentionnait tout à l'heure, moi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'avoir la modestie puis le désir de changer la façon de faire en allant voir les communautés puis en leur demandant qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin exactement en termes d'aménagement urbain, en termes de projets archéologiques, mais là, je vais laisser ça de côté parce que j'en ai déjà assez parlé, mais et pas juste de monter un projet, d'aller faire une consultation et on revient, ou d'avoir une personne, un membre autochtone d'Apara, je m'excuse, là, je ne veux pas être
méchant, mais on sait parfois qu'il y a ces intentions-là. Là, on place un autochtone sur un CA, puis on dit, voilà, notre job est fait. Ben, je m'excuse, là, mais ça ne s'arrête pas là. Mais vraiment, dès le départ, dans la conception même d'un projet, on sait qu'il y a un territoire qui doit être aménagé. Est-ce qu'on pourrait prendre la peine d'aller consulter les communautés qui peuvent être concernées par ce projet-là pour des raisons historiques ou parce qu'elles habitent près maintenant ou peu importe, et leur demander un peu comme Philippe le soulignait, vous avez besoin de quoi exactement? Vous aimeriez que ce projet soit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et non pas juste vraiment consulter, mais vraiment une intégration du début jusqu'à la fin de ces processus. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Je sais que ça demande des moyens et ça demande une transformation des façons de faire. Puis on le sait, là, malheureusement, nos administrations bureaucratiques sont souvent sclérosées, puis ils ont une manière très, très, très rigide de faire les choses. C'est des gros bateaux qu'on ne fait pas tourner rapidement. Mais peut-être qu'en période électorale, justement, on pourrait commencer à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, changer les mécanismes pour rendre ça plus facile? Mais peut-être que je rêve. On a la chance que tu rêves éveillé, c'est déjà pas mal parce que... Philippe? Je pense que c'est possible. Il faut s'entendre, la Ville a quand même une commissaire aux relations autochtones. Ils ont procédé à des consultations pour ce qui est de la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal. Ça n'a pas descendu jusqu'à la population. C'était vraiment des organismes qui ont surtout été consultés parce que le bureau de la réconciliation, c'était 2 personnes. Ils écoutent possiblement d'ailleurs. Salut Aurélie, si jamais tu es là. Donc, des consultations ont déjà été faites, pas nécessairement dans le volet spécifique d'infrastructure, mais on est toujours en échange, par contre, avec le bureau de la réconciliation pour ce qui est de nos projets de développement et on est accompagné par la Ville dans la mesure du possible. Le plus gros problème, c'est que la Ville ne dicte pas ses programmes de financement, ne dicte pas où viendra le financement. Et je peux vous dire qu'un projet autochtone, normalement, est financé par tous les paliers et des fondations aussi. Fait que c'est souvent plus un défi de limites administratives, de certains programmes qui ne sont pas spécifiquement faits pour faire du développement urbain autochtone. Et là, il faut composer avec les réalités du tous ensemble, mais évidemment, tous ensemble veut dire souvent très peu de flexibilité pour les spécificités des projets. Oui, c'est cette flexibilité qu'il faut revoir. Puis je veux juste préciser aussi que je reconnais moi aussi que la Ville fait beaucoup d'efforts en ce sens-là, et notamment en archéologie, qui est de plus en plus intégrée et de plus en plus mise en valeur. Donc, ce n'était pas une critique à cet égard-là, mais dans les mécanismes généraux et dans les approches générales où parfois la perspective autochtone intervient tard dans le processus, alors qu'elle devrait être là dès le départ. Totalement. Ça, je pourrais le dire à tout le monde qui écoute. Si vous nous venez avec votre projet qui est déjà bâti, déjà financé, c'est un non. C'est pas compliqué. Je ne veux même pas en entendre parler parce que ça veut dire qu'on va devoir malheureusement vous informer qu'il y a plein d'éléments du projet qui n'ont pas été bien pensés parce qu'il y a des méthodes aussi sur comment faire des projets en travaillant avec les peuples autochtones. Fait que le premier réflexe, c'est vous voulez porter quelque chose avec des peuples autochtones, vous les approchez dès le départ. Mais merci de ces éléments-là. On va peut-être se diriger vers la fin. On a beaucoup de commentaires sur le fil et c'est moins affolant ce coup-ci que l'autre fois. J'ai appris à lire ce truc-là. Mais d'une part, je voudrais vous remercier. D'autre part, moi, j'en ressors confiant qu'on devrait réfléchir un peu à l'architecture du plan d'urbanisme, d'une certaine façon. Et ça me fait penser à New York, une petite bourgade au sud, là, passer les lignes. Il y a quelques années, ils ont fait le projet Manhattan, qui était un projet d'histoire naturelle de Manhattan, avec une cartographie. Peut-être tu as ça dans ton mur, là, Christian. Moi aussi, j'ai ça dans mon mur empoussiéré. Voilà, c'est ça. Un bon vieux livre. Et exact. Bon, alors, c'était déjà l'histoire naturelle du territoire. Ça nous permet de comprendre qu'il y a la nature, mais c'est tellement plus intéressant avec les dimensions humaines qui commencent avec les premiers humains, pas avec les plus récents humains. Il faut partager l'histoire à partir de nos enfants,
mais il faut commencer à la comprendre à partir des premiers pas humains là, qui sont passés sur ce territoire. Et cette histoire naturelle existerait à Montréal, qu'elle pourrait faire un formidable premier chapitre du plan. Et après ça, on a en fait un document qui est un document intelligent, voire culturel. Les Australiens sont parfois un petit peu tannants avec les leçons, comme tant d'autres pays avancés. Ils donnent des leçons à tout le monde. Là, tu sais, là maintenant, ils n'ont pas de COVID. On oublie que c'est une île, puis tu as le droit de bloquer tout. Tu sais, nous, on est une île, mais on a des gens qui traversent, des chevreuils qui traversent à la nage en hiver. Mais les Australiens, pour un bâtiment aussi extraordinairement moderne que l'Opéra de Sydney, qui est un bâtiment maintenant sur la liste du patrimoine mondial, s'y intéressait sous 3 angles. L'angle du patrimoine naturel, l'angle du patrimoine autochtone et l'angle du patrimoine historique. Et ça veut dire que les trois dimensions, finalement, c'était une maison à 3 portes dans laquelle on rentrait, mais à l'intérieur, c'était une pièce commune. Et peut-être que c'est des regards qu'on pourrait apprendre à se donner. On a eu un échange que je trouve personnellement absolument formidable. On regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt, mais c'est maintenant qu'on l'a eu, fait que soyons heureux. Ça permet de tourner la page sur l'anniversaire de Karl Marx et de la mort de Napoléon, puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus tourné sur l'avenir. Parlant d'avenir, les échanges urbains vont se poursuivre. Alors, on vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. On va les reprendre cet automne. Déjà, il y a des personnes qui font des suggestions que la thématique qu'on a abordée aujourd'hui soit reprise, soit poursuivie, pas reprise. Alors, on va réfléchir à ça avec le Musée McCord et Héritage Montréal, mais soyez assurés qu'on a eu c'est pas une épiphanie, là, mais certainement un encouragement pour continuer cette discussion, parce que c'est pas vrai que ça se règle en 1 heure. On vous remercie. We thank everybody. Also made some questions in the chat room and in the Q&A. Et on vous souhaite une bonne continuation, c'est le mois de mai, un bon après-midi, puis portez-vous bien. Merci beaucoup et à la prochaine. Surveillez les réseaux pour la reprise des échanges urbains pour une 9e saison à l'automne.